Il y a un problème. Là, maintenant, il va falloir commencer à briser ce tabou. Il y a des abus sur le recours aux urgences. Les gens ne font plus l'effort d'appeler leur médecin traitant. Ils viennent au moindre début de symptomatologie. Des patients qui viennent soi-disant pour de la bobologie, c'est 10 à 20% des passages aux urgences. On voit bien que le problème, c'est pas la bobologie, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont vraiment besoin de lits d'hospitalisation. Vous le voyez, ça fait débat. Bonsoir ou rebonsoir. Continuer à tuer les urgences, les gens, ces mots assez forts sont ceux du coup de gueule du chef du service de Dunkerque qui pointe du doigt la responsabilité de certains patients, trop nombreux, encore une fois, selon lui, à venir pour des bobos. Les urgences exsangues, en crise, en grève qui s'amplifie d'ailleurs. On en parle avec nos invités. Bonsoir à tous. François Declosé, merci d'être avec nous, journaliste et essayiste. Louis Dragnel, merci également, bonsoir, rédacteur en chef à Valeurs Actuelles. François-Michel Lambert, député Liberté et Territoire des Bouches-du-Rhône, bonsoir à vous. Bonsoir. Et bonsoir, Ella Kribi-Romdan, conseillère régionale d'Île-de-France et membre de Génération. Bonsoir. Je le disais, derrière le mot bobologie se cache en réalité un phénomène très sérieux. Quelle est la réalité des chiffres de la venue des patients pour de simples bobos? Et si c'était parce qu'ils n'avaient pas d'autres endroits où se rendre? On fait le point. Les indispensables, Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Et donc depuis des mois, les urgences sont en crise. 213 services désormais sont en grève. Des grévistes qui demandent à l'État plus de moyens, d'effectifs, car les urgences, je le disais, sont saturées. Mais à qui la faute? Est-ce celle notamment des patients? C'est en tout cas ce que dénonce Christophe Couturier. Vous en avez parlé il y a quelques instants. Il est le chef des urgences du centre hospitalier de Dunkerque. Dans ce tweet plutôt cash, il pointe du doigt les abus de certains patients qui se présentent aux urgences pour des motifs parfois non justifiés. Regardez, parmi les recours cette nuit aux urgences, après une journée à 193 entrées, 5 h du matin, mal à l'oreille depuis 24 heures, douleur musculaire cervicale depuis un massage en vacances il y a 4 jours, mal à la gorge depuis le Dour Festival il y a 15 jours, etc. Continuez à tuer vos urgences, les gens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les patients sont de plus en plus nombreux aux urgences. En 2017, les 713 structures des urgences françaises ont pris en charge 21,4 millions de passages. Un peu plus de 20 ans avant, en 1996, ce nombre s'établissait, vous allez le voir, à 10,1 millions pour la France métropolitaine. Il a constamment progressé sur les 20 dernières années. Regardez cette courbe. Il a même, depuis 1996, plus que doublé. Aujourd'hui, les urgences accueillent chacune en moyenne 30 100 patients par an. Et dans les faits, Fanny, quelles sont les causes de ce recours si fréquent aux urgences ? Pour Christophe Couturier, vous l'avez entendu, c'est en partie la faute des patients. Ils viendraient sans en avoir réellement besoin et les médecins urgentistes feraient trop de bobologie. Faux problème, répond le Sénat dans un rapport de la Commission des affaires sociales de 2017. Pour y voir plus clair, les services français ont mis en place un barème. C'est la classification clinique des malades aux urgences. Elle comporte, vous le voyez, 5 catégories. Première catégorie, les patients n'ayant besoin d'aucun acte complémentaire d'imagerie ou biologie médicale. En clair, ce sont les patients qui viennent pour rien. Il y a les malades en état stable, ceux dont l'état peut s'aggraver, ceux dont le pronostic vital est engagé et enfin, tout au bout, les patients qui sont en réanimation. La première catégorie représentait en 2014 10 à 20% des passages aux urgences selon une étude de l'adresse pour le ministère de la Santé. Conclusion, dans le reste des cas, les 80% qui restent, l'essentiel donc des cas, le passage aux urgences était bel et bien justifié. Mais ce rapport met en avant une autre cause de cette saturation des urgences, c'est le recul de la médecine de ville. Il indique que 60 à 70% des passages aux urgences sont effectués par des malades qui n'ont pas pu être pris en charge à l'extérieur, faute d'accès à un médecin. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, pointait déjà ce phénomène dès 2018. Écoutez. C'est cette difficulté d'accéder à un médecin sans rendez-vous qui fait que... On va directement aux urgences. Voilà, nous avons de la bobologie, nous avons même des gens qui viennent parfois pour des renouvellements d'ordonnances. C'est vrai que c'est un peu désespérant que de payer des équipes médicales 24 heures sur 24. L'idée, c'est que tout ce qui est vraiment de l'ordre d'une petite coupure ou d'un renouvellement d'ordonnance puisse en fait être adressé vers la médecine libérale de ville accessible. Aujourd'hui, il y a 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical. À Montargis, dans le Loiret, par exemple, aucun généraliste ne prend de nouveaux patients. Résultat, l'hôpital est le seul établissement médical qui peut les accueillir pour un bassin potentiel de 150 000 habitants. Les urgences sont donc submergées. D'après le maire de la ville, elles recevaient
15 000 patients par an il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est 60 000 patients par an et parfois avec des attentes de 5 à 6 heures. Autre cause de cette saturation, c'est le vieillissement de la population. Plus on est vieux, plus on va aux urgences. Or, d'après l'INSEE, la part des plus de 65 ans dans la population française, qui était de 16% en 2000, va passer à 20,1% en 2020. Ça fait donc plus de patients potentiels, des patients qui par ailleurs ont changé de mentalité. Aujourd'hui, ils ont besoin d'immédiateté et aller aux urgences, c'est quand même bien plus rapide et pratique que si on espère avoir un rendez-vous chez le médecin. En 2016, le temps d'attente moyen aux urgences au niveau national était de 2 heures. Comment faire du coup pour que les patients aillent moins souvent, systématiquement aux urgences ? Première piste, lutter contre les déserts médicaux. Amélie, Agnès Buzyn propose de créer des maisons de santé. Vous le savez, ce sont ces établissements qui réunissent des professionnels de santé. Il en existe 910 en France. Il en existait, en tout cas, début 2018, 910. Et là, il y en a plus de 300 qui sont en construction. Autre solution, la technologie, la télémédecine d'abord. Depuis septembre dernier, il est possible de consulter un médecin à distance par liaison vidéo. Ces consultations sont remboursées par l'assurance maladie au même tarif et dans les mêmes conditions qu'une consultation classique. Et puis il y a une piste qui est plus récente, c'est celle des applications mobiles. Regardez par exemple celle-ci, elle s'appelle Bobo. Slogan, Bobo estime votre temps d'attente aux urgences. Tout est dit, l'appli qui sera bientôt disponible permet, grâce à un questionnaire personnalisé, d'avoir un premier diagnostic, de savoir combien de temps vous pourrez attendre aux urgences et, si besoin, de localiser un professionnel de santé à proximité. Merci beaucoup Fanny et merci aux infographistes qui permettent de réaliser tout ça. J'accueille sur ce plateau Christophe Prudhomme qui est médecin urgentiste. Bonsoir, je vous laisse vous installer. Délégué CGT et porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Merci encore une fois d'être avec nous. Je vais vous demander tout simplement si vous partagez le coup de gueule de ce chef de service des urgences qui dénonce la bobologie et qui dit « Continuez comme ça, les gens, vous allez tuer nos urgences ». Bon, je comprends qu'il puisse être énervé, mais c'est voir les choses par le petit bout de la lorgnette. Notre système de santé va pas bien. Et les urgences sont le miroir grossissant de tous ces dysfonctionnements. Bien sûr, il y a toujours eu des abus. Des gens qui viennent pour un renouvellement d'ordonnance, oui, on a toujours. Mais c'est pas ça qui nous pose problème aux urgences. Vous savez, la surcharge de travail qu'on a aujourd'hui, ce sont les gens qui restent sur des brancards, comme ce monsieur à Saint-Étienne. Mais pour un qui est médiatisé, c'est plusieurs dizaines de milliers de patients par an qui manquent de lit, qui restent sur des brancards. Et ça, c'est une charge de travail supplémentaire, parce que non seulement on doit s'occuper des gens qui arrivent, mais on doit s'occuper des gens qui ne sortent pas. Et la personne qui vient pour une simple consultation, vous savez, j'étais à Montargis il y a peu de temps. À Montargis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis une maison médicale dans l'hôpital, parce qu'il n'y avait plus rien à l'extérieur. Et on a un phénomène d'entonnoir. Tout le monde vient à l'hôpital. Depuis la grippe, l'angine, jusqu'à l'infarctus. Voilà. Parce que, eh bien, il y a trop peu de généralistes en ville. Il faut savoir que le nombre de médecins généralistes diminue d'année en année. On continue à former des spécialistes à gogo, alors que la population vieillit. Et on a besoin, en ville à l'hôpital, de médecins qui prennent en charge les patients globalement. Et nous, les urgentistes, eh bien, on a le contre-coup de tous ces dysfonctionnements dans un contexte de réduction budgétaire d'année en année et d'un fonctionnement de l'hôpital à flux tendu, ce qu'on appelle le lean management, qui est une aberration. Voilà. Donc, il arrive un moment donné, il faudrait que la ministre nous écoute, arrêter de détourner le débat en culpabilisant les patients. Alors justement, voilà, vous estimez que les patients, c'est grave quand même. C'est culpabiliser les patients que de dire qu'ils sont notamment aussi responsables de l'engorgement des urgences. Mais de leur dire qu'ils viennent pour rien, qu'ils vont attendre, ou les renvoyer sur un médecin en ville, ou leur dire de revenir le lendemain en consultation quand ils viennent à 23h, ça c'est ce qu'on fait. Vous voyez, j'étais de garde cette nuit au SAMU, on a énormément des gens qui appellent, et ils n'ont pas forcément le médecin comme ils peuvent commander une pizza. On leur explique les choses. Ça s'appelle de l'éducation sanitaire. Vous voyez ? Donc, on le fait dans les centres 15, on le fait aussi à l'accueil aux urgences quand on met en place ce qu'on appelle des filières rapides. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une population qui vieillit, on a un hôpital qui ne va pas bien et on n'a pas pris les mesures de réorganisation de notre système de santé qui fait que tous les 5 ans, on a une réforme qui nous explique que dans 10 ans, ça ira mieux. Et à chaque fois, d'année en année, le système se dégrade. Donc ça veut dire que les choix politiques qui ont été faits ces 20 dernières années sont une catastrophe et qu'il faut changer le logiciel. On va y revenir, c'est ça qui est bien sur ce plateau, c'est qu'on a le temps justement d'en reparler. Sur ce sujet, François-Michel Lambert, est-ce que vous estimez vous aussi qu'avec cette déclaration, sur Twitter notamment, le chef des urgences de Dunkerque culpabilise les patients ? Est-ce que c'est même contre-productif ou même dénoncez-vous ces propos ?
Tout d'abord, je peux comprendre par rapport à une personne aux urgences, dans son tweet, je rappelle qu'il dit au bout de 24 heures, à 5 heures du matin, arrivent des personnes sur ce qu'il appelle la bobologie, et donc c'est peut-être la pulsion du moment, et donc je n'ai pas à juger cette personne en particulier. Par contre, il est clair que la question de ces personnes, vous l'avez exprimé, c'est pas le sujet central du problème des urgences, mais la question de ces personnes qui viennent dans un affolement parce qu'aujourd'hui, peut-être manque une certaine forme d'éducation. Moi, j'ai un âge qui commence à être avancé. Je crois qu'on avait peut-être un peu plus l'apprentissage du niveau d'urgence face à un incident, une chute dans un escalier, une chute dans la cour, etc. Et on ne se précipitait pas forcément aux urgences. Pour diverses raisons. Vous pensez que certains Français ne comprennent pas ce qui leur arrive et n'ont pas la connaissance de... Je le dis que ça existe, oui. Mais et les chiffres sont là. C'est le rapport du Sénat, je ne vais pas remettre en cause le rapport de mes collègues du Sénat. 10 à 20% de personnes n'ont pas à venir aux urgences. Mais ce n'est pas en enlevant ces 10 à 20%, et ça c'est ce que je veux dire à la fin, qu'on aura réglé par magie le problème des urgences. Il y a un problème bien supérieur qui est dit par je ne sais plus combien d'urgences aujourd'hui en mouvement de grève, quasiment tout le pays. 213. Oui, s'il y a une certaine unanimité, une mobilisation générale sur ce sujet, c'est bien qu'il y a un problème de fond qui est au-delà de la bobologie. Alors je finirai en tant que politique, pardon. L'urgentiste, je comprends sa pulsion. Mais je dis attention à chaque politique de ne pas jouer la stigmatisation de quelques-uns de bobologie en disant c'est là qu'est le problème des urgences. Soyons à la hauteur de l'enjeu, soyons responsables. Et c'est un peu mon autre question. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de retourner l'opinion contre votre mouvement si vous pointez du doigt les patients ? C'est un siège de service. C'est un chef de service qui, en fin de nuit, est énervé. Vous voyez, quand on va discuter avec lui, il va peut-être modérer ses propos. Je peux comprendre son énervement. Vous voyez, on est énervé, effectivement, à 5 heures du matin. Quand il a pris le temps après de réagir avec les internautes, d'en parler. Ça n'a pas été qu'un coup de gueule. Mais vous savez, passager, moi aussi, cette nuit, à 3 heures du matin, j'ai eu un appel du même type. J'ai été un peu carré avec la personne en lui disant vous attendez demain. Et demain matin, il fera jour. Et vous irez, il y a un centre de santé qui n'est pas très loin de chez vous, vous irez aux heures ouvrables pour consulter. Et c'est normal. Vous savez, ce qui a changé, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'avant, les gens avaient un médecin traitant. Ils avaient confiance, ils pouvaient l'appeler, lui donner un conseil. Aujourd'hui, le problème, c'est que le mode d'exercice a changé fondamentalement. Les médecins consultent sur rendez-vous, ils sont beaucoup moins accessibles, ils mettent sur leur répondeur « Appelez le 15 ». Donc voilà, il va falloir qu'on change d'organisation globale. Il y a une responsabilité des patients. Mais les patients aimeraient bien aussi qu'on prenne en compte ce qu'ils demandent, parce qu'aujourd'hui, les patients, ce qu'ils disent, c'est que l'État nous abandonne dans les déserts médicaux. J'étais à Montargis il y a un mois, c'est effectivement une catastrophe. Voilà, et il n'y a pas que Montargis. Et la Kribi Ramdan. Écoutez, moi, je ne connais aucun patient qui soit heureux d'aller attendre 2, 3, 4 heures, parfois plus, dans une salle d'attente d'urgence d'un Personne ne dit qu'ils sont heureux d'y aller. Mais je le dis parce que je pense que les patients, et j'en suis même persuadée, c'est qu'ils se retrouvent dans cette situation parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une offre en santé, en prévention comme une offre de soins premier recours dans leur ville. Et donc, moi, je suis élue d'une ville de région parisienne qu'on pourrait, de prime abord, pas qualifier de désert médical, à Massy, dans l'Essonne, pas très loin de Paris. Et il se trouve qu'aujourd'hui, on peut attendre plusieurs semaines avant d'avoir un rendez-vous avec un médecin généraliste. Alors, pour les spécialistes, qu'il s'agisse des professions médicales ou paramédicales, on peut attendre plusieurs mois. Et il y a aussi des rendez-vous qu'on n'aura jamais dans le secteur parce qu'on n'a pas une offre accessible à tous. Pas forcément secteur 1, avec beaucoup de dépassements d'honoraires, des renoncements en soins. C'est là que la solution que vous évoquez sur les maisons de santé... Oui, on va y venir. Ouais. Je voulais juste donner la parole aussi aux Français, puisqu'on parle quand même d'eux. Et eux, ça les agace. Quand on est allé les voir aujourd'hui, ça les agace, l'engorgement des urgences, parce qu'on a mal au cou, mal à la cheville. Regardez. Jamais directement aux urgences, je ne le ferai jamais, parce que je sais ce que c'est. Il faut y aller pour des choses graves. Je ne peux pas me permettre de dire, mais c'est vrai que j'ai vu des fois des cas où il y a des gens, c'est des habitués, ils viennent tous les jours. Il doit y avoir des personnes qui y vont et qui peut-être pourraient attendre. Et attendre de voir le médecin le lendemain. Chaque fois que j'y ai été, et même pour des cas graves,
Je voyais des gens attendre. Je voyais des gens attendre parce qu'ils avaient une petite coupure au doigt et ça râlait parce qu'ils passaient pas. Voilà, vous parliez de la raison de cet afflux, notamment un système de santé qui fait qu'il n'y a plus de médecins dans certaines villes. Effectivement, elle l'a reconnu, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, cet après-midi. Beaucoup de Français vont aux urgences directement au lieu, par exemple, d'appeler la régulation, le centre 15, sans forcément passer par un médecin parce qu'ils ont parfois du mal à en trouver. Et donc, ça nécessite de repenser l'organisation des soins à la fois en amont et en aval des urgences pour que les services d'urgence ne soient pas saturés en permanence. François de Closet. Si vous voulez, je voudrais qu'on se débarrasse d'un mot qui n'a rien à faire ici. C'est le mot culpabilisation. Il s'agit de responsabilisation. C'est-à-dire que nous avons un système de santé dont on dit, je le pense d'une certaine façon, qu'il est le meilleur du monde. Malheureusement, de la façon dont nous le pratiquons, nous ne pouvons plus nous le payer. C'est ça le problème. Et partout, on a des pénuries. C'est ça le problème. Et donc, il va falloir en utiliser intelligemment. Et ceux qui se laissent aller à profiter de ce système, je ne trouve pas de médecins, les urgences, c'est le plus facile. Vous savez, ce qu'on reproche aux urgences aujourd'hui, il y a des années, c'est les pompiers qui le disaient. Et les gens nous appellent pour n'importe quoi, il y a le chat, on nous appelle. Alors ils se sont mis à faire payer les gens quand c'était pas un feu. Parce qu'évidemment, quand vous avez un service public avec des gens qui vous sont dévoués, qui sont tout le temps présents et qui est gratuit, eh bien vous avez tendance, on va dire, à y aller fréquemment pour pas dire y abuser. Mais nous devons nous servir de nos services publics avec responsabilité. Vous dites que les gens profitent du système. Et c'est pas pour autant qu'il faut culpabiliser. François de Closet, vous êtes en train de nous dire que les gens profitent du système ou de ses facilités, mais en tout cas. Quand vous avez des difficultés à trouver un médecin, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, vous savez qu'à l'hôpital, il y a des gens qui sont là, qui sont compétents, qui sont prêts à vous accueillir et qu'en plus c'est gratuit. Évidemment. Non, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Où est-ce que c'est gratuit? C'est pas gratuit. On vous demande de payer après, pas tout de suite, mais c'est pas gratuit. Oui, mais l'impression perçue est dire que c'est gratuit. Excusez-moi. La perception des gens, c'est que c'est gratuit. Général, c'est qu'on va aux urgences. On sait qu'on sera soigné, même si on peut payer. À l'hôpital de Gonesse, on a ouvert la caisse jusqu'à minuit, on a fait l'expérience. Les gens payaient immédiatement. Ça n'a pas modifié le comportement de la population. Mais c'est psychologique, ça. Parce que l'idée que l'on a, peut-être à tort, c'est qu'il y a un reste à payer, mais que c'est moins cher, c'est gratuit, c'est disponible, c'est ouvert 24 heures sur 24. Oui, on a naturellement tendance tous, pour tous les services publics, de s'en servir, voire d'en abuser. Je vous disais, les pompiers, il y a des années, disaient on n'en peut plus de voir tous ces appels de gens qui veulent des pompiers alors qu'ils n'ont pas d'incendie. Qu'ont fait les pompiers ? Les pompiers, ils ont communiqué. Ils l'ont fait payer. Exactement, ils ont fait payer et ils ont communiqué sur le fait, et pour expliquer voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut pas faire. Et moi je pense qu'il y a aussi toute une politique de sensibilisation, peut-être de communication, pour expliquer aux gens. Il y a plein de gens qui viennent aussi, je pense, par ignorance, parce qu'ils ne savent pas, ils disent non, dans le doute. Messieurs, Christophe Prudhomme, je voudrais vous entendre. Et ensuite, il y a une dernière chose, c'est qu'il y a des médecins généralistes aussi qui vous envoient, dès qu'ils n'ont pas la réponse, aux urgences. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller consulter un généraliste pour mes enfants, et ils me disent, je suis désolé, là, je peux pas, il faut aller aux urgences. Et dès qu'il y a une question un tout petit peu pointilleuse, je mets pas en cause les généralistes, mais c'est quand même aussi des pratiques que moi, en tout cas, j'ai pu constater dans ma vie. Donc, je pense que par rapport à ce sujet-là, il va falloir aussi que la ministre dise dans quelle orientation elle souhaite mener sa politique publique. Christophe Prudhomme, je voudrais vous entendre sur la réaction. Je voudrais vous entendre réagir à ce qu'a dit la ministre de la Santé, qui reconnaît que les gens vont dans ce sens, celui qu'on a évoqué, c'est-à-dire pas de médecins à disposition, pas loin, et qui dit oui, il faut changer le système. Mais oui, il faut changer le système. La question, c'est quelle direction prend-on ? Est-ce qu'on prend la direction du monde américain, c'est-à-dire, un système public très dégradé pour les plus pauvres, parce que nous sommes des bons chrétiens, on ne laissera pas mourir les pauvres dans la rue. Et puis pour les autres, un système où il faut payer. Ce qui est déjà le cas aujourd'hui en France. Vous voyez, parce que moi, je viens d'un département, la Seine-Saint-Denis, où, heureusement qu'il y a les urgences, parce qu'il n'y a plus de médecins en ville. Les urgences sont le médecin traitant de la population. Pourquoi ? C'est l'incurie des politiques. Depuis maintenant 30 ans, refus de réguler l'installation des médecins tant en ville qu'à l'hôpital, refus de modifier le mode d'exercice des médecins.
Voilà pourquoi le médecin, aujourd'hui, envoie à l'hôpital. Parce que son mode d'exercice isolé, sans avoir une infirmière à côté de lui qui peut faire une prise de sang s'il faut, sans avoir l'électrocardiogramme, sans avoir le stéthoscope moderne qui est le petit échographe portable, eh bien aujourd'hui, il a des difficultés pour travailler. Donc, et il faut former les bons médecins. Regardez ce qu'on fait dans 3 départements français. Dans 3 départements français. La Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Les Cubains. Quelle est la solution que la ministre a trouvée ? Parce qu'on n'a pas formé suffisamment de médecins, parce qu'on forme trop de spécialistes, on va importer les médecins cubains. Attendez, la 6e puissance mondiale, on est obligé à faire appel à Cuba pour aller médicaliser les territoires, les départements d'outre-mer. Ce qui démontre que Cuba est en avance. Moi, j'ai une question, une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. On a quand même l'impression, en vous écoutant et en confrontant ce que vous dites à ce que dit la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qu'elle dit on va proposer une offre sur mesure, on va faire de la haute couture. Mais en réalité, c'est absolument pas ça qu'il faut faire, non ? Parce que si on comprend ce que vous dites, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'orientation extrêmement claire en matière de politique de santé pour savoir vers quoi on souhaite s'orienter. Et elle dit en fait exactement comme les autres avant, on va essayer de faire du cas par cas. Donc en fait, on va se débrouiller avec les moyens du bord. Or, ce dont on a besoin, à vous écouter, c'est d'avoir quelque chose d'assez clair, d'assez tranché, et donc d'avoir des moyens. C'est organisation et moyens. Vous savez, là, depuis 20 ans, nous subissons des plans d'économie. On fait fonctionner l'hôpital comme une entreprise avec des techniques de lean management, de fonctionnement à flux tendu, ce qui est complètement contradictoire avec le bon fonctionnement d'un hôpital. Il faut savoir qu'un hôpital, pour qu'il fonctionne bien, il ne faut pas qu'il dépasse 85% de taux d'occupation des lits. Or aujourd'hui, ce que nous proposent les ministres, là, de toute façon, vous voyez, que ce soit Mme Bachelot, Mme Touraine ou Mme Buzyn, on nous propose des gestionnaires de lits. Les gestionnaires de lits, c'est pour les chaînes hôtelières, c'est pas pour l'hôpital. On sait que d'un jour à l'autre, l'activité peut varier de plus 20 à moins 20%. Donc on a besoin de lits. Donc on a besoin d'une réorganisation, puis on a besoin surtout de rattraper le retard en termes d'effectifs, de rémunération. Comment voulez-vous aujourd'hui embaucher une infirmière à l'assistance publique hôpitaux de Paris ? On a 400 postes disponibles à moins de 1 600 € par mois. Christophe Prudhomme, vous avez évoqué l'incurie politique il y a quelques instants. Je reviens aussi à ce sujet de l'engorgement des urgences, parce qu'il y a des patients dans certaines situations, on vient de l'évoquer. Incurie politique, regardez maintenant les réactions politiques à ce sujet. Aujourd'hui, on a des Français qui n'ont d'autre choix que d'aller aux urgences. Et moi, je ne serai pas de ceux qui vont culpabiliser les Français. Peut-être que ça n'est pas grave, mais la réalité, c'est que les Français ne trouvent pas d'autres solutions pour se faire diagnostiquer, se faire soigner. Évidemment que les habitants qui n'ont pas accès donc à une offre de soins donc de proximité, se tournent nécessairement vers les urgences, parce que ce sont finalement les seules oasis de santé dans leur territoire. Par rapport aux personnes qui ne devraient pas aller au service d'urgence et qui y vont, il faut développer un réseau de soins avec des maisons de santé. Bon, ça se fait dans certains endroits, il faut des moyens pour ça. Alors, parmi les pistes évoquées, et notamment par Philippe Juvin, qui est professeur de médecine, chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou, il y a, parmi ces pistes, le filtrage à l'entrée. Je vais juste vous montrer un exemple de ce que ça peut donner. C'est au Danemark, c'est un reportage de TF1. À Copenhague, précisément, une centrale d'appel avec des infirmières, des médecins qui répartissent les patients selon les priorités dans différents services d'urgence. C'est un dispositif qui a été mis en place en 2014, coût 30 millions, regardez. Bonjour, ici Karina. Quel est le problème avec votre fils? Ça se trouve bien sur la lèvre supérieure? Par exemple, ici, vous voyez, c'est rouge. Ça veut dire qu'il y a d'attente. Je peux donc dire aux patients d'aller plutôt aux urgences de l'hôpital Frederiksund pour être pris en charge. Je peux même leur donner l'heure à laquelle ils verront le médecin. Avant cela, le temps d'attente moyen aux urgences était d'1 heure. Mais il pouvait aller jusqu'à 2 ou 3 heures. Aujourd'hui, il est de moins de 15 minutes. Avant, tout le monde venait directement aux urgences. Tout le monde était là, assis à attendre. Maintenant, on nous dit à quelle heure venir. Donc, on peut attendre chez nous ou dans un endroit plus confortable. Nous n'avons pas de foule à gérer, d'enfants qui pleurent ou de choses comme ça. L'environnement pour les médecins et les infirmières est donc bien meilleur. Un reportage d'Hortense Villas et Frédéric Petit, je vous donne 2 chiffres. Le taux d'absentéisme du personnel a été, dans ce centre d'appel, dans ces hôpitaux, divisé par 2. Et ça a augmenté l'activité des généralistes chez lesquels les patients étaient envoyés de 11%. Est-ce la bonne solution? Est-ce la solution de l'avenir chez nous? Est-ce qu'il y a une bonne solution? Est-ce qu'il y a une bonne solution? Le Danemark, ce n'est pas la géographie de la France. Vous voyez, aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple de Sisteron. Moi, je veux bien qu'il y ait un centre d'appel, c'est les SAMU, les gens appellent et on peut les diriger effectivement vers des hôpitaux différents en fonction de leur pathologie quand on est dans une grande ville.
Mais là, Sisteron, les urgences ferment la nuit à 20h parce qu'on n'a plus de médecins. Il faut aller à Gap à 50 km. Donc le problème, c'est pas, vous voyez, une régulation pour vous dire là, il y a moins de temps d'attente. C'est un petit pays, densément peuplé, le Danemark, et plutôt plat, donc sans problème de communication. C'est pas la France. La France aujourd'hui, c'est qu'elle marche à 2 vitesses. Vous voyez, vous avez quelques grandes villes où vous avez le choix d'aller dans un hôpital ou dans un autre. Et puis, vous avez quand même la France périphérique, où l'hôpital est loin et où on ferme les hôpitaux de proximité. Quand on ferme un hôpital de proximité, comme ça a été le cas par exemple dans la Manche à Valogne, tout le monde se précipite à Cherbourg et les urgences de Cherbourg explosent. Donc il faut arrêter de fermer les hôpitaux de proximité, il faut qu'on répartisse mieux les patients, il faut qu'on ait effectivement des centres de santé qui soient justement répartis sur le territoire pour que les gens puissent trouver une réponse. Et ensuite, cette réponse, on peut l'adapter et on peut discuter avec le patient de la bonne réponse pour qu'effectivement il n'y ait pas d'abus, mais les abus sont minoritaires. Je voudrais juste rappeler, vous l'avez effleuré il y a quelques instants, les conséquences, c'est l'engorgement et il y a effectivement cette histoire qui nous est apparue aujourd'hui, un homme qui est resté 5 jours sur un brancard à attendre. Vous vouliez réagir, Ella Kribi-Ramdan. Ouais, ce qui est paradoxal dans cette histoire, c'est qu'on est dans une démarche, une dynamique depuis quelques années de fermeture d'hôpitaux publics. Moi, je suis dans un département où on est en passe de fermer 3 hôpitaux publics, Juvisy, Longjumeau, Orsay, au bénéfice d'un hôpital où on perd plusieurs centaines de lits sur le plateau de Saclay, 400 lits, et où en plus on s'éloigne des bassins de population qui ont le plus besoin d'une offre de médecins, de proximité, d'une offre en santé. Et avec 0 moyen de transport sur le projet d'hôpital qui est prévu. Et donc, dans un contexte pareil, il n'y a pas de médecins, il n'y a plus d'hôpital, il n'y aura plus d'hôpital public de proximité. Et on se plaint, c'est-à-dire que le problème de l'engorgement des urgences, dans ce contexte-là, ne fera que s'accroître. Donc la solution, vous évoquiez tout à l'heure la question des maisons de santé, elles ne sont même pas une solution, puisqu'il arrive qu'il y ait des maisons de santé où il y a d'énormes dépassements d'honoraires et où les maisons de santé sont de simples projets immobiliers de regroupement de médecins libéraux. Je pense que ce qu'il faut qu'on réfléchisse, c'est vraiment d'avoir une offre en santé accessible, c'est-à-dire sans dépassement d'honoraires, là où on manque de médecins. Et là, la question des centres de santé, avec souvent des jeunes praticiens qui ont besoin d'être salariés dans les premières années, peut être une réponse efficace dans ces territoires. Je reviens toujours là. On connaît à peu près les solutions. On sait que le libéralisme américain dans le domaine de la santé, c'est un désastre, ça coûte très cher et ça soigne très mal. On sait qu'effectivement notre médecine est largement socialisée, mais on n'a pas pris acte. C'est-à-dire qu'on a un secteur libéral qui veut toute liberté. Ben non. Quand on est dans un secteur socialisé, on accepte des contraintes, on accepte des disciplines et des règles. Mais c'est vrai aussi pour les patients. On ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas faire n'importe quoi. Vous aurez des parcours et vous irez à des endroits très précis, moyennant quoi après on met en place, avec les systèmes modernes, des possibilités. Vous dites, ah oui, mais il n'y a plus d'hôpital de proximité. Et alors, on ne peut pas immédiatement mobiliser une ambulance et aller à 30 km. Tout ça, ça se fait, tout ça, c'est possible, à condition que les jeunes médecins sachent qu'ils ne font pas un métier dans lequel ils ne verront leurs malades qu'à leur cabinet aux heures de bureau. Ça, c'est fini. Ils devront se plier à des disciplines. Peut-être devront-ils être affectés. Après tout, les professeurs, même agrégés, sont affectés. Pourquoi les médecins ne le seraient pas? Et les malades devront accepter. Vous n'irez pas là. Vous devrez faire ça d'abord et vous serez orienté ensuite. Le jour où tout le monde se sera mis dans la tête que dans ce système, on est trop public, dans le secteur public, trop libéral, dans le secteur libéral, et partout pas assez responsable, alors on les trouvera, les solutions, parce qu'elles existent et qu'on les connaît. Moi, ce que je trouve, c'est que c'est d'abord et avant tout une question politique. C'est-à-dire que depuis le début, on parle un peu de solutions techniques, on parle de sur-mesure, d'ajustement. Moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que Emmanuel Macron veut faire? Qu'est-ce qu'il a proposé en matière de politique publique, de santé? C'est un vrai sujet extrêmement important. Et c'est vrai que c'est un sujet qui a été assez peu évoqué, à la fois pendant sa campagne et ensuite depuis le début de son quinquennat. Donc maintenant, on attend vraiment aussi de sa part qu'il nous dise exactement dans quelle direction il souhaite aller. Depuis le début de la crise, on a juste vu effectivement Agnès Buzyn qui avait annoncé, je crois, au mois de mars, une petite... Il y a une loi santé qui vient d'être votée, une petite prime contestée. On pense que c'est pas la solution. Exactement. Oui, mais si vous voulez, en fait, le problème, c'est que Emmanuel Macron s'inscrit un peu dans la continuité de ses prédécesseurs là-dessus, où c'est à chaque fois, c'est pas une politique extrêmement claire
extrêmement tranché. Et il suffit de voir le débat qu'on a aujourd'hui autour de ce plateau. C'est la meilleure illustration du fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas du tout dans quelle voie, dans quel axe le président de la République souhaite lancer la politique de santé dans les 10, 20, 30 prochaines années. Pardonnez-moi. Et ça, c'est un problème. Mais le problème, c'est que on ne peut pas faire un plan de santé. Là où je vous rejoins, c'est qu'on ne peut pas déterminer une politique de santé uniquement sur des critères d'économie. Alors, rapidement, le François de budget Closet. des hôpitaux est en déficit d'1 milliard. Il faut le savoir. Alors c'est bien joli, il ne faut pas fermer des hôpitaux, il faut développer, il faut augmenter les rémunérations. Mais pourquoi il y a un déficit? Parce qu'il n'y a pas assez de recettes à la sécurité sociale. On n'arrête pas d'exonérer de cotisations sociales et on ne les compense pas. Alors pardonnez-moi, on va écouter ce qu'a dit la ministre de la Santé cet après-midi sur le mouvement de grève. Je vous l'ai dit, qui s'est amplifié. Regardez. J'ai demandé aux directeurs d'hôpitaux et aux directeurs des agences régionales de santé de se rapprocher des services en grève pour voir exactement quelles sont leurs attentes. Parce qu'en réalité, elles sont assez variées d'un site à l'autre. Les solutions qu'on doit apporter sont variables. Et donc, je souhaite qu'on fasse, je dirais, de la haute couture avec ces services d'urgence qui expriment des grosses difficultés. Alors je vous vois hausser les yeux, François-Michel Lambert. Après, bien sûr, je poserai la question à Christophe. Donc je rappelle que je suis député depuis 2012. J'ai été réélu, je l'assume, avec cette majorité, parce que j'aurais cru qu'on prendrait les sujets loin de certaines idéologies et qu'on reposerait les bases. J'ai quitté il y a un peu plus d'1 an en rejoignant le groupe Liberté et Territoire. Je suis plutôt de tendance écologiste et donc je dirais qu'il y a à refonder notre rapport à la santé et à la médecine de façon générale. C'est devant nous, ça devrait même être un des grands projets. Alors on a le projet de la réforme des retraites, on ne va pas en parler là, sinon on va mettre le feu peut-être. Mais pourquoi la retraite est attirante d'un point de vue médiatique et pour la société? Parce que tout le monde sait qu'un jour il sera à la retraite. L'espère fortement. La personne n'espère un jour aller aux urgences. Donc on se dit, c'est peut-être pas tout à fait pour moi. Et donc les politiques, et c'est ce que vous avez un peu dit, ne s'en saisit pas pleinement. Sauf que la réalité, elle est en train de nous rattraper. Et je remercie les hommes et les femmes qui se mobilisent aux urgences pour nous dire, mais c'est un sujet d'aujourd'hui. Et nous avons des états généraux à repenser totalement. Et notamment sur toute la partie prévention. Pour conclure sur ce sujet, qui manque terriblement. Je vous fais réagir au mot haute couture souhaité par la ministre de la Santé. Allez voir chaque service pour comprendre ce qui se passe. Un système de santé, c'est répondre aux besoins de la population, c'est de l'aménagement du territoire et c'est prendre des mesures pour que chaque citoyen soit traité de manière égale, quel que soit son lieu de résidence sur le territoire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'il faut arrêter les plans d'économie qui nous tuent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des solutions immédiates. Vous savez, nous, une des propositions qu'on fait aujourd'hui, puisque c'est l'impôt a été dans les discussions ces derniers temps. Il y a des impôts justes et des impôts injustes. On a un impôt qui est prélevé sur l'hôpital qui s'appelle la taxe sur les salaires. C'est 4 milliards d'euros. L'hôpital et les EHPAD aujourd'hui, il faut créer des emplois. C'est de l'argent. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est qu'on supprime cette taxe sur les salaires, un plan d'urgence de 4 milliards d'euros pour l'hôpital et ensuite qu'on se mette autour de la table pour savoir quelles solutions à moyen terme on peut mettre en place pour qu'on ait un vrai système de santé publique qui réponde aux besoins. On a été capable de trouver 3 milliards pour l'ISF et on n'est pas capable de trouver 3 milliards pour nos hôpitaux. C'est une question politique. Ce seront les mots de la fin pour ce thème-ci, puisqu'on se retrouve dans quelques instants.